Ok, très bien. Eh bien, après cette super conférence, on va passer à une nouvelle conférence. Donc, on va rester sur la Smart Cities. Mais cette fois-ci, on va parler de plutôt d'énergie positive. Et ce sera le duo Pierre et puis Dominique qui vont le présenter. Bon courage. Merci. Bonjour à tous. Du coup, nous, dans le cadre de notre projet ETSSI, nous allons vous présenter le bâtiment énergie positive. Donc, l'appel qui ne fonctionne pas. Un petit instant. Très bien. Les aléas du direct, oui. Donc, voici notre équipe, Dominique, Sabino et moi-même. Donc, dans le cadre, comme je disais, de notre projet ETSSI, nous avions réalisé des conférences qui portaient sur le cadre de la Smart City, voire aussi sur le cadre de l'usine du futur. Dans notre cas, nous avons choisi de nous orienter vers la Smart City. Donc, nous avons eu plusieurs présentations concernant la Smart City, mais on va vous faire un léger résumé pour rentrer en direct dans la Smart City. Tout d'abord, donc le résumé de cette Smart City arrivera dès le début. Une présentation du BPOS. Ce BPOS, bâtiment énergie positive, nous en reviendrons plus tard, qui est le cœur de notre débat. Les manières de réduction des besoins énergétiques, nous allons comprendre après pourquoi nous avons une réduction de ces besoins énergétiques, pourquoi nous avons besoin d'une réduction. De la production d'énergie, qui reste aussi un point clé au sein de notre conférence, les intérêts et notamment les difficultés d'une implémentation, et enfin une conclusion par rapport à ce sujet. Donc tout d'abord, la Smart City. Nous avons différentes questions qui se posent par rapport à la Smart City, différentes problématiques, et nous allons essayer de rentrer en détail au sein de la Smart City, essayer de comprendre comment cela fonctionne. La Smart City, ou ville intelligente, est une ville en fait capable d'amener des bons besoins, du bien-être et une bonne qualité de vie au sein des habitants de cette ville. Les données au sein de la ville, les données informatiques, mais pas que, doivent être traitées de manière intelligente et de manière constructive pour permettre une ville qui continue dans son développement, mais aussi une ville qui soit intéressante à développer. Cette ville donc donnera des réponses techniques et technologiques pour des problèmes, notamment les problèmes de densification de population. En effet, comme on pouvait voir, en 2019, nous étions 55% de personnes urbaines, et ce chiffre tend à augmenter dans les années 2050 aux alentours de 68%. C'est exponentiel, c'est une très grosse augmentation, et ça peut être un risque si les villes ne sont pas préparées pour ceci. Les réponses techniques, technologiques doivent être adaptées pour ceci, sinon la population ne pourra pas cohabiter et ça ne pourra pas fonctionner. Il y a une utilisation de la technologie, comme je disais, pour différents points. Ça peut être énormément de points, que ce soit pour les courses, l'éducation, la santé, la police, la sécurité. Tout doit être mis au sein de cette Smart City, tout doit être réfléchi. Tout ne doit pas forcément être informatique, mais tout doit être réfléchi pour être smart, pour être intelligent. C'est aussi notre point, notre volonté d'étudier cette technologie est aussi sur la ville verte. Le but de la Smart City était de tendre vers un développement durable, une ville durable et responsable. En soi, nous avons donc décidé de nous focaliser dans la Smart City sur le principe de la ville durable, du développement durable, et de la manière dont la Smart City développe des énergies renouvelables, intelligentes et responsables. Le but est d'avoir une ville autonome au maximum, en tout cas d'éviter des impacts environnementaux trop présents qui ont un impact conséquent sur l'environnement, les habitants et aussi la planète. Donc, dans notre présentation, nous allons parler du bâtiment énergie positive. Donc, un bâtiment énergie positive, qui, comme vous pouvez voir, est un bâtiment, il se classe, comme vous pouvez le voir ici, par des classes énergétiques. Si vous avez déjà acheté un bien, n'importe quel bien dispose maintenant d'une classe énergétique qui va de G, la plus basse, à des valeurs maintenant qui heureusement montent à A, A+, et ainsi de suite. Je pense que nous pouvons atteindre 5+ après le A. Donc, c'était des très bonnes classes énergétiques. Mais pour des produits tels qu'un bâtiment, l'immobilier en soi, qui est maintenant le vecteur phare au sein de la Smart City, ville évidemment ont besoin de bâtiments, et les bureaux ont besoin les entreprises ont aussi besoin de bâtiments, évidemment. Ça reste un sujet très important. L'immobilier en soi, étant tout le monde habite bien un endroit et tout le monde travaille bien un endroit, donc il faut un vecteur immobilier assez suffisant et assez intelligent pour rester et s'ancrer dans la Smart City. Ce que j'ai oublié de préciser, oui, les arguments de vente peuvent aussi se focaliser sur l'impact technique, l'impact environnemental, pardon. Ça reste un argument de vente maintenant qui est très important, que ce soit pour
acheter un bien, mais aussi pour une ville attirer plutôt qu'appâter, attirer des personnes au sein de cette ville. Notamment, nous avons une présentation sur la ville d'Arras. La ville d'Arras tend à devenir de plus en plus éco-responsable, avec des bonnes énergies positives, pour rester dans le thème du bâtiment énergie positive. L'intérêt, ça serait d'attirer des personnes pour rester dans cette ville. Que ces personnes peuvent être des habitants, mais aussi des entreprises qui peuvent s'intégrer au sein de cette ville, au sein de la Smart City. Un bâtiment, pour résumer, qu'est-ce que c'est? Un bâtiment, c'est juste un endroit où des personnes habitent ou travaillent, mais c'est un bâtiment qui a surtout des besoins. Nous sommes tous humains, nous avons besoin de chauffage. Le chauffage, ça consomme énormément, c'est un impact énorme sur l'entreprise. C'est une transformation de l'énergie électrique. Cette transformation n'est jamais parfaite, il y a toujours des pertes grâce à l'effet Joule, et nous nous retrouvons avec des besoins en énergie qui sont conséquents pour le chauffage. C'est un besoin primaire. Des besoins d'électricité maintenant, nous sommes quand même dans l'univers de l'informatique, nous avons besoin d'électricité pour fonctionner. Nous-mêmes, en tant qu'informaticiens, sans électricité, nous ne pouvons pas faire beaucoup de choses. Le bâtiment nécessite énormément d'électricité. D'électricité, mais notamment de l'énergie. On parle, comme je l'ai dit, on parle d'électricité. L'énergie thermique aussi reste un point assez important. Certains bâtiments, heureusement, savent produire de l'électricité. Au lieu de seulement en consommer, ils savent aussi en produire. J'ai mis notamment l'éolienne, nous avons du solaire, la géothermie, nous en parlerons après. Beaucoup de points apparaissent maintenant dans une évolution vers la production d'énergie, ce qui est un très bon point pour une évolution vers la Smart City, vers un bâtiment du futur, la ville du futur, une usine du futur, tout ce que vous voulez du futur. Production d'énergie, ça reste un point très bon. Mais malheureusement, on est assez triste, l'énergie consommée est toujours supérieure à l'énergie produite. D'où le cas de notre présentation. Nous n'arriverons jamais, pour l'instant en tout cas, à produire plus d'énergie que nous en consommons. Ça reste un des points assez complexes au sein de notre présentation. Le but est de réaliser cet équilibre. Si nous arrivions à atteindre des bâtiments qui produisent plus d'énergie qu'ils nous en consomment, nous aurions un surplus d'énergie et on ne va pas vraiment s'en plaindre. C'est très bien. Le bâtiment n'aurait donc aucun impact négatif, mais seulement des impacts positifs. Dans ce cas, il faudrait réussir à équilibrer ceci. Réaliser une balance. La balance, en ce sens, pourrait être notre bâtiment à énergie positive. Donc, tout d'abord, je vais vous faire une légère présentation. Le bâtiment énergie positive, qu'est-ce que c'est? C'est un bâtiment qui doit être capable de répondre à ses besoins en énergie pour intégrer, comme je le disais, cet aspect de balance entre l'énergie consommée et l'énergie dépensée. L'énergie produite, l'énergie consommée et l'énergie produite, pardon. Nous voulons nous consacrer au sein de notre présentation. Voilà. Nous voulons nous consacrer au sein de notre présentation sur les bureaux. D'abord, dans le contexte de l'entreprise, nous voulons nous focaliser sur l'entreprise et en soi, nous avons décidé de nous focaliser sur les bureaux. Le bureau énergie positive, qui reste aussi comme le bâtiment énergie positive, le BEPOS, c'est un point assez important et nous avons choisi de nous focaliser parce que le bureau reste un élément assez fixe. Une usine est plus complexe à s'adapter. Une usine de production, une école, par exemple, peut être assez complexe à s'adapter. Un bureau, les besoins en termes d'employés, en termes d'énergie sont relativement les mêmes, bien que différents en tant que chaque entreprise. Mais le pattern, le modèle peut être appliqué sur beaucoup d'entreprises. Et du coup, nous pourrions réussir à appliquer un modèle, à créer un modèle, à promouvoir ce modèle pour une amélioration des bâtiments, évidemment, dans notre cas de notre présentation, une amélioration des bureaux. Les questions que nous pourrions se poser dans ce cas-là, y aura-t-il un gain financier? Ça reste malheureusement le point le plus présent lorsque nous énonçons un projet. Un gain financier est assez important et nous avons besoin de nous focaliser dessus. Nous avons aussi besoin d'un problème de ce n'est pas un problème, mais nous voulions savoir la notoriété. Aurions-nous une meilleure notoriété grâce à ce bâtiment? Cela va-t-il nous amener des clients? Cela va-t-il nous amener des employés? Des villes vont-elles nous ouvrir des portes? Des partenaires? Qui sait? La notoriété reste un point très très important au sein de notre bâtiment. Le bâtiment, il ne faut pas oublier que le bâtiment est l'image de l'entreprise. Une image en termes de notoriété, mais aussi une image en termes de processus.
une entreprise a besoin de ce bâtiment pour fonctionner. Tous ces processus sont adaptés à ce dit bâtiment. Si le bâtiment n'est pas fait pour ou n'est pas assez bon pour fonctionner, l'entreprise risque des pertes. Dans ce cas, la notoriété de ce bâtiment peut impacter la production et la volonté de faire vivre l'entreprise. Et aussi, dans le cadre de la Smart City, nous voulons une amélioration de l'environnement. Pouvons-nous avoir une amélioration de l'environnement grâce au bâtiment énergie positive? Dans la logique, oui, mais est-ce vraiment possible? Est-ce vraiment réalisable? Est-ce que l'amélioration se verra en 5 ans, 10 ans, 100 ans? Il faut être certain de cette durée, de cette limite, pour réaliser une balance. Est-ce que le projet est rentable? Est-ce que le projet est viable? Voulons-nous passer vers un bâtiment énergie positive? Notre problématique, qui s'inclut au maximum pour nous au sein de notre présentation, c'est de réussir à voir quelles sont les méthodes et comment pourrions-nous arriver à cette implémentation de ce bureau à énergie positive sans perturber les habitudes des usagers. Dans notre cas, nous voulons aussi prendre un point central sur le fait que la perturbation des habitudes des usagers est très importante. Si à certains employés, certains dirigeants, certaines personnes, vous indiquez qu'il y aura des perturbations, une perturbation de l'entreprise, une perturbation des employés, ça peut impacter votre entreprise. C'est assez néfaste dans ce cas-là. Du coup, notre but est de ne pas perturber les habitudes et d'éviter de perturber au maximum les usagers dans cette présentation. Le bâtiment énergie positive, ou dans notre cas, le bureau énergie positive. Une légère présentation. Le but du bureau énergie positive est de réduire ses besoins. Des besoins en énergie, comme je l'énonçais plus tôt, besoins en électricité, de préférence des besoins financiers aussi, l'électricité devant être achetée. On va rester honnête, cette présentation va s'adapter pour un maximum de bâtiments, mais ne pourra pas s'adapter pour tous les bâtiments. Nous ne vendons pas une solution miracle. Ce produit, cette évolution, devra être soumis à réflexion. Ces réflexions devront être amenées au sein des dirigeants, si vous travaillez dans une entreprise, au sein des municipalités. Des choses doivent être faites, mais elles devront être analysées avant. Et ces analyses devront être rentables et élaborées. Chaque solution que nous allons présenter n'est pas forcément 100% adaptée à un nouveau bâtiment ou à un ancien bâtiment. Chaque solution devra donc être étudiée pour vérifier la viabilité de la solution et ensuite estimer une rentabilité possible au sein de ce bâtiment. Toutes les questions que nous avons élaborées plus tôt devront un jour être posées à un dirigeant. Il faut donc, grâce à cette présentation, être capable d'obtenir des réponses. Et ces réponses, nous allons essayer de vous les apporter plus tard. Premièrement, le bâtiment énergie positive nous donne, comme je disais, une réduction des besoins en énergie. Les besoins, comme je les ai énoncés plus tôt, comment pouvons-nous réduire ces besoins? Nous avons différentes méthodes de réduction. Il y en a une grosse quantité, mais nous allons nous concentrer sur 2 méthodes de réduction principales. Les méthodes dites passives. Ces méthodes ne nécessitent pas ou peu de personnes pour les maintenir. Il y aura des personnes évidemment pour l'implémentation, de l'entretien devra être réalisé, mais pas ou peu de personnes au sein des bâtiments. Personne pour déranger l'utilisateur, déranger le bâtiment. Et normalement, peu d'équipements visibles pour assurer cette présentation, assurer ce fonctionnement. Les équipements, évidemment, seront mis en place. Pour ne pas espérer une apparition divine, mais ces équipements seront assez cachés, ne seront pas présents dans la vie de l'entreprise et surtout dans la vie des employés. Le but est, comme je disais, de réduire les impacts sur les usagers. Oh, yeah. Une réduction maintenant active, une réduction plus violente, plus poussée. Des personnes pouvant par exemple arriver assez souvent dans l'entreprise pour modifier vos habitudes. Évidemment, modifier raisonnablement les habitudes. Les réductions actives arrivent souvent quand les réductions passives ne sont soit pas fonctionnelles, soit nous avons usé toutes les possibilités des réductions. Pour bien, chaque bâtiment devrait pouvoir avoir différentes méthodes de réduction, mais nous ne pouvons pas avoir seulement du passif ou seulement de l'actif. Les 2 méthodes de réduction doivent être combinées pour assurer le suivi et le fonctionnement de ces méthodes. Donc tout d'abord, j'aimerais me concentrer sur les réductions passives. Les différentes méthodes sont possibles. Dans ce cas-là, nous voulons nous concentrer sur la réduction de la perte de chaleur. Comme je disais, la chaleur étant un point très important pour un bon fonctionnement d'entreprise, il faut avoir une bonne réduction. La réduction est aussi une manière de moins consommer, une manière de conserver. Donc tout d'abord,
les toits. Les toits, les murs, ce sont des organes de sortie d'un bâtiment. Des organes qui vont recevoir des flux d'air froid comparés à du flux d'air chaud intérieur en hiver. L'inverse, des flux d'air froid intérieur comparés au flux d'air chaud extérieur en été. Ces organes de sortie agissent comme des radiateurs, des échangeurs. Le problème étant que le bâtiment peut se refroidir, peut se réchauffer en été. Ça implique des impacts assez conséquents sur la conservation d'énergie. Il y a des pertes thermiques. L'intérêt avec ce toit froid est un changement de couleur. Ce changement de couleur est à analyser. C'est une genre de peinture à mettre en place. En fonction du bâtiment, en fonction de l'orientation, une couleur spécifique doit être mise en place pour pallier à différents rayonnements lumineux. Une succession de couches au sein du toit réussirait à bloquer au maximum les impacts rayonnants du soleil, les impacts ultraviolets, et réussir au maximum à faire une espèce de peau, une peau synthétique, qui n'agit pas encore par transpiration, mais qui pourrait agir comme une peau végétale au sein des toits et réduire au maximum les impacts du soleil, des environnements extérieurs au sein de ce toit. Le principe serait de conserver au maximum la chaleur d'un sens, de conserver les pertes, d'éliminer les pertes techniques de l'autre, vraiment de réussir à créer une peau, une barrière assez étanche au sein de ce bâtiment. Toujours dans le domaine du toit, nous avons les toits végétaux. Les toits végétaux, clairement, ce sont des végétaux posés sur le toit. C'est relativement simple à visualiser. Ces végétaux, donc, ce sont des végétaux posés sur un substrat spécifique, une terre spéciale, on va dire, pour rester très succinct. Ces végétaux, nous avons aussi d'autres manières de les aborder. Nous avons différents types de toits végétaux. Le principe, étant végétal, étant vivant, des meilleures performances vont arriver au sein de ce bâtiment. Le phénomène de transpiration qui n'était pas présent sur les toits froids arrive. La terre, le substrat, les plantes réussissent à retenir la chaleur, à l'éliminer dans le sens où on en a besoin, pour réussir à élaborer cette transpiration si besoin, et aussi absorber les impacts ultraviolets, les impacts du soleil. Les intempéries, les impacts du soleil abîment le toit, abîment le bâtiment. Plus nous avons des systèmes pour parer ceci, plus le bâtiment sera protégé et la durée de vie sera aussi à rallonger. Le principe étant de rallonger aussi une durée de vie de bâtiment, une durée de vie de construction. Le principe des toits froids et des toits végétaux ne nécessite pas, évidemment un petit peu, mais pas beaucoup de travaux de mise en place. Nous n'avons pas besoin de retirer totalement le toit pour mettre en place ce principe de toits végétaux. Dans la théorie, il suffirait simplement de poser ces éléments sur les toits et le tour serait joué. Évidemment, dans la pratique, il y aurait de la réflexion, mais ça ne demande pas de reformuler totalement le bâtiment, de reconstruire totalement le bâtiment. L'intérêt des toits végétaux peut aussi se trouver dans un système d'utilisation récréative du toit végétal. Les toits végétaux peut être considéré comme un terrain. Par exemple, pour des personnes, si elles ont besoin de mettre des bureaux en plein air, une production d'un potager, certains toits, les toits dits intensifs, peuvent générer cet espace. Ils nécessitent une grosse couche de terre, sont assez lourds et donc nécessitent cependant des renforts, mais sont assez solides pour y mettre des végétations élaborées, telles que des arbres. Même des fois, nous avons vu des mares apparaître au sein de ces toits, et ainsi réussir à sauver aussi la faune et la flore au sein des villes urbaines, qui restent aussi un impact très important au sein d'une ville, réussir à intégrer la végétation au sein d'une ville. Nous avons aussi donc un système plus faible, les végétations dites à végétation expansive, qui, eux, nécessitent peu de couches de terre, car les plantes ne sont pas des plantes très élaborées, ce ne sont pas des arbres. C'est surtout des plantes sauvages, des plantes intempestives, qui peuvent apparaître, qui font très bien leur rôle de toits végétaux, mais qui, on va pas se le cacher, sont très moches. En hiver, la plupart des plantes meurent. L'impact, c'est surtout un impact de notoriété dans ce cas-là. Cependant, ça reste un point assez important, ces toits végétaux extensifs sont moins chers. Ça permettrait d'abord une première transition. D'abord, mettre en place des toits extensifs, ensuite des toits intensifs si besoin, pour permettre un meilleur investissement financier, mais aussi une profonde concept, une preuve de fonctionnement de ces toits végétaux. Pour sortir maintenant du domaine du toit, nous avons un domaine que vous connaissez tous, le domaine de la déshumidification de l'intérieur. Normalement, tout le monde chez soi doit avoir une VMC pour retirer l'humidité au sein de votre maison, pour éviter
une accumulation d'humidité et donc pourriture des murs et de certains équipements. Les personnes classiques disposent d'une VMC dite à simple flux. Nous aspirons toute l'air dans les pièces assez sales. La salle de bain, les toilettes, la cuisine. Des pièces qui produisent énormément de vapeur, d'humidité. Toute cette humidité est recrachée directement dehors. Sans problème, pas de filtrage, nous pouvons tout retirer. Et c'est un domaine qui est assez simple. Ce n'est pas très cher à mettre en place une VMC. Ça joue très bien son rôle de déshumidification. L'air entrant est donc absorbé au niveau des fenêtres. Si vous regardez bien, vous avez des écarts au niveau de vos fenêtres, des petites entrées d'air. Ainsi, le cycle d'air se fait, la nature ayant horreur du vide, l'air est aspiré, l'air froid. Le problème avec cette situation, c'est que, je parlais tout à l'heure de chauffage, vous avez mis du temps à chauffer toute votre maison, vous étiez content, il faisait chaud. La VMC est arrivée, tout l'air chaud est parti. L'air chaud en plus montant, les bouches de VMC étant en hauteur, plus de chaleur. L'intérêt de la VMC à double flux dans ces cas-là est de récupérer de l'air chaud, votre air chaud, de récupérer de l'air froid extérieur, et cette fois-ci de se les faire coïncider ensemble dans un espèce de radiateur. Récupérer de la chaleur que vous avez chauffée, de l'air que vous avez chauffé, et l'intégrer au sein de votre air froid que vous rentrez. En plus, vous pouvez filtrer l'air rentrant pour éliminer de la pollution, éliminer du pollen, ce qui nous donne une air d'une très bonne qualité et chauffée. Au lieu de rentrer en hiver une air qui peut être à moins 5 degrés, vous pouvez la faire rentrer à une air à 7 degrés. L'impact énergétique est quand même vachement mieux et le ressenti aussi est quand même très bien. Ça évite des ressentis d'air frais au sein de la maison et surtout, ça réduit énormément la consommation énergétique. Ce système est un peu plus compliqué à certaines conséquences. Il doit être protégé, il doit être isolé. C'est un système assez gros, assez cher, mais la rentabilité se verra au fur et à mesure. Elle se verra dans la suite du bâtiment. Elle ne se verra pas tout de suite, par contre. Ensuite, dans les réductions passives, nous avons aussi la réduction d'énergie. Nous parlions d'énergie thermique, de conserver l'énergie. Maintenant, nous voulons récupérer l'énergie. L'énergie qui peut être récupérée de différentes manières, dans différents équipements. Je pense, si vous regardez la conférence sur vos ordinateurs portables eShop, vous allez peut-être comprendre la transition. Nous voulons récupérer de la chaleur. Dans ce cas-là, nous sommes focalisés sur la récupération de chaleur par des serveurs. Les serveurs ayant besoin d'un coup d'air frais pour refroidir, la chaleur produite par les serveurs peut être récupérée. Je dis peut être, c'est encore une espèce de théorie, mais notamment si vous vous concentrez sur le water cooling, nous faisons passer de l'eau au sein des serveurs. Le principe, en ce sens, serait de faire passer le serveur dans le circuit de chauffage, de le faire passer comme une chaudière. Et ensuite, avec le circuit d'eau fraîche, refroidir notre serveur, et le serveur apporterait des calories à l'eau et ainsi réchaufferait votre bâtiment. Ça reste de la théorie. Malheureusement, pour l'instant, nous ne pouvons pas faire ça. Heureusement, les serveurs ne chauffent pas autant. Les serveurs ne sont pas des chaudières, heureusement. Et du coup, nous ne pouvons pas réchauffer totalement un bâtiment. Le but du serveur n'étant pas de chauffer, étant son rôle de serveur, ce n'est pas encore possible. Mais une légère amélioration peut être apportée pour réchauffer, par exemple, une partie du bâtiment, une aile, une pièce. Ça reste une possibilité en ce sens pour les serveurs. Le problème dans ce cas-là, c'est que vous utiliseriez le circuit de chauffage pour refroidir votre serveur. Si vous utilisez le circuit de chauffage, vous ne pouvez plus le chauffer. Si vous passez de l'eau à température de chauffage au sein d'un serveur, le serveur mourra. C'est des choses qui doivent être réfléchies en ce sens avant. Cette méthode peut être appliquée sur un bâtiment déjà existant, mais nous vous le déconseillons. Vous êtes mieux à réfléchir avant si cette possibilité est faisable. Maintenant, nous nous concentrons plus sur des réductions actives, des réductions que l'utilisateur verra, des réductions qui, nous l'espérons, marchent autant que les réductions passives, mais cette fois-ci avec un impact un petit peu plus important au sein du fonctionnement. La diminution de la consommation, comme nous l'avons élaboré plus tôt, le but étant de conserver l'énergie, de diminuer de la consommation. Nous avons des systèmes qui se sont mis en place. Il y a plein de choses affichées à l'écran, donc je vais vous faire un résumé assez synthétique. Le principe serait un espèce de cerveau, un espèce de fonctionnement. Un système électronique capable de, en fonction des besoins des employés, en fonction des besoins de l'entreprise, être flexible et intelligent. Pourquoi chauffer votre entreprise s'il est 18h et que plus personne n'y travaille? Pourquoi chauffer votre entreprise le week-end? Vous n'en avez pas besoin. Si vous êtes en télétravail, surtout dans le domaine actuel,
Avons-nous besoin de chauffer l'entreprise si personne ne viendra de la semaine, du mois? Le système électrique intelligent se synchronisera avec des différents calendriers de travail, avec des capteurs qui permettront de relever si une personne est présente dans le bâtiment, si une personne a badgé ce matin, si la dernière personne est sortie aujourd'hui, et ainsi de chauffer ou non le bâtiment. L'électricité pourra être coupée à certains endroits et même la lumière peut être coupée à certains endroits s'il n'y a plus de personnes au sein de la pièce pendant un laps de temps prédéfini. Des graphiques de consommation apparaîtront et pourront être envoyés aux responsables techniques ou aux responsables du bâtiment pour permettre de voir s'il y a un pic de consommation. Et pourquoi? Pourquoi un pic de consommation? Pourquoi un pic de chaleur? En investiguant sur ces sens, il y a moyen de réduire en plus la consommation de ce bâtiment. Une solution assez théorique de mise en place serait une solution d'extinction des équipements informatiques. Comme je le disais, pourquoi chauffer votre bâtiment si personne n'est là? Mais du coup, pourquoi conserver votre serveur si personne ne l'utilise? C'est une théorie qui est mise en place depuis un petit moment maintenant. Je pense que ça doit faire 7 ans maintenant que cette théorie est mise en place. Le principe serait d'éteindre un serveur ou moins d'éteindre un service, voire, pour ceux qui s'y connaissent, une machine virtuelle tournant avec un équipement d'entreprise, serait l'éteindre en dehors des besoins. Par exemple, si la comptabilité ne travaille plus après 18 heures, nous pouvons éteindre tous les serveurs de comptabilité. Et aussi, certains serveurs peuvent être physiquement éteints. Nous ne vont pas entrer dans le débat de devons-nous éteindre un serveur ou non. Nous laissons libre cours à vos opinions. Mais certains serveurs ou certains serveurs virtuels peuvent être éteints en dehors des horaires d'utilisation ou en dehors d'un pic d'utilisation. La mise en place de clusters, par exemple, permettrait d'éteindre physiquement un serveur qui n'est plus utilisé, les ressources étant redirigées vers les autres serveurs de l'entreprise. Une solution développée par IBM est aussi d'éteindre certains composants au sein du serveur. Le serveur détecte automatiquement l'utilisation ou non d'un CPU, d'une carte mère, d'une RAM, et de réussir à réduire les watts envoyés à cette machine, envoyés à cet équipement de la machine, pour ainsi éviter une consommation inutile de tous les équipements au sein de ce serveur. Je vais laisser maintenant la parole à Dominique concernant la production d'énergie. Alors maintenant qu'on a réussi à récupérer notre énergie, on a réussi à économiser un petit peu dans notre bâtiment, une chose qui est importante pour que notre bâtiment il puisse être à énergie positive, ça va être que notre bâtiment il puisse produire de l'énergie. D'où le positif dans le nom du bâtiment. L'énergie, on ne récupère pas juste comme ça. Donc, pour ce faire, on va avoir plusieurs moyens de produire de l'énergie. On va avoir plusieurs énergies qui vont être produites. Par exemple, ici, l'électricité. On a plusieurs méthodes pour créer de l'électricité. Il y en a déjà plusieurs qui existent. Il y en a plusieurs qui sont en cours d'études. Par exemple, ici, on a le solaire. On va avoir l'utilisation photovoltaïque qui vont pouvoir venir sur les toits de votre entreprise ou, par exemple, sur le terrain de l'entreprise pour pouvoir capter de l'énergie sans occuper un espace qui serait probablement ou potentiellement occupé, par exemple, par un toit végétal. On a plusieurs types de panneaux solaires qui peuvent être utilisés, qui vont répondre à plusieurs besoins de l'entreprise, à plusieurs besoins de rendement, à plusieurs besoins de coût. On va avoir, par exemple, deux grands types de panneaux solaires. Alors des panneaux monocristallins qui sont un peu plus chers, qui ont un peu plus de rendement, mais qui du coup pourraient être plus utilisés sur des toits avec moins d'espace, sur les terrains plus étroits. À l'inverse, on a les panneaux multicristallins qui vont, eux, être utilisés pour avoir un panneau moins cher, un panneau avec un peu moins de rendement, mais qui peut du coup être placé à un peu plus d'endroits, sur un peu plus de surface. On peut imaginer que ce rendement déjà n'est pas évidemment constant au cours de la journée et sur la nuit, on n'a pas de soleil, donc ça va pas chauffer. Maintenant, ce système va produire de l'énergie en fonction de la lumière qu'il capte. Et on peut imaginer, par exemple, dans le monde du futur, dans l'industrie du futur, dans cette fameuse Smart City, que le panneau solaire pourrait être sur un support qui lui permettrait de suivre le soleil. Maintenant, on le fait déjà en fonction des saisons, mais ça pourrait être aussi suivre le soleil un peu à l'image du tournesol au cours de la journée.
pour pouvoir capter le maximum de lumière et pouvoir avoir le meilleur rendement possible. Dans cette ville du futur, on peut imaginer aussi que les systèmes de panneaux solaires seront aussi moins chers et avec un meilleur rendement. Maintenant, comme je l'ai dit, le panneau solaire, quand il y a du soleil, il va pas marcher. Donc on va devoir trouver d'autres solutions. Par exemple, on a l'énergie éolienne. Ici, on va pouvoir utiliser l'énergie du vent, en la convertissant en électricité. Cette énergie, on va pouvoir la récupérer à tout moment de la journée. Juste, il faut que, le vent souffle. Ce qui est un peu le thème de l'éolienne. Elle va nous permettre du coup, avec plusieurs types d'éoliennes, de répondre pareil à plusieurs types de besoins en temps de rendement et en temps de coût et en temps de région. Par exemple, on va avoir des éoliennes, les grandes éoliennes que vous pouvez voir au bord des routes, ça va être des éoliennes qui vont avoir besoin de plus de vent que d'autres éoliennes petites qu'on pourrait trouver sur des toits, par exemple, de bâtiments. Elles produisent aussi beaucoup plus d'énergie, mais elles sont très grandes et nécessitent des conditions plus particulières. On va avoir aussi des éoliennes qui vont être verticales, ce qui va avoir comme avantage, même si elles ont un plus faible rendement, elles pourront récupérer du vent de toutes les directions. Là où une éolienne, je reprends l'exemple de celle qu'on voit au bord des routes, qui est horizontale, va avoir son énergie, d'un seul sens de vent. Même s'il y a des adaptations qui sont faites pour qu'elle puisse fonctionner. Donc, comme j'ai dit, plusieurs besoins, plusieurs solutions. Ces éoliennes, elles peuvent s'adapter un peu partout. Dans notre bureau, on peut l'installer sur un bâtiment ancien, sur un bâtiment neuf. Il faudra juste prévoir l'espace qui pourra être utilisé et réfléchir intelligemment à la disposition des supports qu'on va disposer. Par exemple, on peut imaginer utiliser un mix de panneaux solaires et d'énergie éolienne pour pouvoir récupérer de l'énergie constamment tout au long de la journée et tout au long de l'année. Hem, on va aussi avoir des situations qui seront plus adaptées à l'énergie éolienne. On peut par exemple argumenter que l'éolienne va pouvoir produire plus d'énergie dans des régions qui sont plus venteuses. L'exemple, le Hauts-de-France qui est un des plus grands producteurs de France d'électricité éolienne et aussi la Bretagne. Maintenant, ça c'est des solutions qui existent déjà. Maintenant, on va passer dans une solution qui est un peu plus futuriste, qui est encore à l'état de recherche. C'est l'énergie, qui vient des plantes. Que je m'explique un petit peu, on a depuis quelques années des recherches qui sont faites sur des nouveaux types de production d'énergie. Ici, on se concentre sur l'énergie des plantes. Il y a par exemple l'université suédoise de Linköping, qui a fait des travaux sur ça, pour modifier les plantes afin de pouvoir les utiliser comme créatrices d'énergie et aussi comme conteneurs d'électricité. On a aussi des entreprises, comme l'entreprise, néerlandaise Plant-I, qui travaille sur la possibilité de créer des capteurs dans le cadre de l'IoT, qui seraient alimentés intégralement par l'énergie des plantes. Ce qui leur permettrait de fonctionner, de manière complètement autonome et qui leur permettrait de fonctionner en continu. Les plantes pouvant produire de l'énergie constamment. Cette entreprise d'ailleurs a été en partenariat avec une entreprise du domaine de l'IoT qui s'appelle Lacuna Space, qui a pu en 2020, donc c'est tout récent, l'année dernière, créer un capteur intégralement alimenté par l'énergie d'une plante, qui a pu envoyer des messages jusque dans l'espace. C'est quand même assez impressionnant de voir ce niveau de capacité venir d'une plante, qu'on pensait pas forcément pouvoir être un créateur d'énergie pareil. On a aussi, en notre exemple, la compagnie espagnole Bio, qui elle s'affaire à créer des panneaux, d'herbe, qui pourraient produire de l'électricité. On a par exemple, selon leur site, selon leurs sources, ce panneau serait à terme capable de produire 20 Wh par mètre carré par an. Ces chiffres ne sont pas évidemment faramineux, mais ici on peut s'imaginer que
C'est une technologie assez récente qui donc du coup pourra avoir un rendement potentiellement plus élevé dans le futur et aussi, c'est de l'herbe et de l'herbe, ça va rarement par petits mètres carrés. Donc on aura beaucoup de surface qui pourra permettre de produire de l'énergie. On peut par exemple, l'adapter aussi avec la technologie des toits verts dont Pierre parlait tout à l'heure, ce qui permettrait donc d'avoir son toit qui en plus de créer, enfin, de récupérer, de garder cette chaleur, de garder cette chaleur ou cette fraîcheur en fonction du temps de l'année et qui permettrait de produire l'électricité du bâtiment sur lequel on l'a posé. Ce qui permet de faire un peu un effet 2 en 1. On peut voir aussi, par exemple, des adaptations avec la smart city qui hébergera l'entreprise, qui pourra, en partenariat avec elle, lui fournir de l'électricité qui viendrait de parcs naturels, d'endroits verts de la ville. Cette solution, elle est encore en cours de recherche, bien évidemment, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas adapter tout de suite, mais une notion qu'on peut regarder, qui est très prometteuse pour la production d'énergie. Maintenant, on a parlé de récupérer de l'électricité, on a parlé de la produire. Il y a une autre énergie qui est très importante dans notre bâtiment, ça va être l'énergie thermique, la chaleur ou la fraîcheur qu'on va avoir dans le bâtiment. Dans le monde actuel et dans le monde du futur, très probablement, on ne peut pas s'imaginer travailler dans un bureau qui est très chaud en été et très froid en hiver. C'est des conditions qui ne sont pas vivables, tout simplement. Dans un premier temps, on a beaucoup de technologies qui peuvent permettre de récupérer de la chaleur ou d'en créer de manière naturelle, ou en tout cas avec des ressources renouvelables. Par exemple, on a la géothermie. On va utiliser les ressources, la chaleur du sol pour chauffer notre bâtiment. Cette géothermie, il y a plusieurs types de géothermie qui peuvent être utilisés. Par exemple, on a la géothermie de surface qui va avoir des actions qui vont entre quelques mètres et 200 mètres de profondeur et qui pourra récupérer la chaleur du sol pour la remonter jusqu'à une pompe à chaleur géothermique qui, elle, se chargera de comment dire? Pardon, je perds mes mots. De compenser cette énergie, la réchauffer ou la refroidir en fonction de la température cible et de l'adapter à notre système de chauffage. L'avantage d'un tel système, c'est que la géothermie pourrait permettre de réchauffer le bâtiment et de réchauffer, par exemple, les eaux sanitaires du bâtiment. On pourrait chauffer l'eau, on pourrait chauffer, enfin, oui, chauffer l'eau, en fait. On pourrait chauffer l'eau qui serait utilisée dans tout le bâtiment, ce qui permettrait de récupérer, enfin, qui permettrait d'utiliser cette énergie intégralement. Maintenant, la géothermie, c'est l'énergie de la Terre. La Terre n'a pas une ressource d'énergie limitée. C'est là que la géothermie rentre toujours en cours. Cette chaleur qu'on récupère l'hiver, en été, on va pouvoir renvoyer de la chaleur dans le sol. Ce qui va avoir 2 actions. Déjà, ça va refroidir notre bâtiment, ce qui est pratique pour l'été, ça fait une climatisation naturelle et ça va nous permettre de stocker la chaleur de l'été dans le sol pour la récupérer l'hiver prochain. Ce qui nous permet de recharger en quelque sorte la chaleur qu'on a récupérée. C'est des solutions c'est une solution, la géothermie, dont je vous ai dit, il y a plusieurs types. Il y a aussi la géothermie profonde et très profonde, qui opère à des profondeurs beaucoup plus extrêmes et qui sont dans notre cas pas très envisageables, même si elles permettraient de produire de cogénérer de l'électricité en plus de la chaleur. C'est des solutions qui demandent trop d'organisation et trop de dépenses pour pouvoir les adapter de manière réaliste à un bâtiment de bureau. Et on a une autre solution pour chauffer ce bâtiment, pour ceux qui ne pourraient pas se chauffer grâce à la terre, on a l'aérothermie. L'aérothermie, qu'est-ce que c'est? C'est récupérer l'énergie extérieure, de l'air extérieur, pour la retransmettre à l'intérieur de notre bâtiment. On va avoir des pompes à chaleur, on va en avoir 2 types principalement. Les pompes à chaleur air-air, qui vont récupérer l'air chaud pour chauffer l'air à l'intérieur du bâtiment. Et on va avoir les pompes à chaleur air-eau, qui, elles, vont réchauffer de l'eau à l'intérieur du bâtiment qui pourra être utilisée dans le système de chauffage.
Ces systèmes de pompe à chaleur, l'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles peuvent être utilisées à des températures négatives. Même si il fait froid dehors, on peut faire du chaud dedans, ce qui est un peu contre-intuitif, mais ça marche. L'inconvénient, c'est que quand il fait trop froid, dans le cas de la pompe à chaleur RR, ça va être du -10 degrés et dans la RO, c'est du -7 degrés. C'est des solutions qui vont devoir être compensées par d'autres systèmes de chauffage parce qu'elles ne seront plus productives, le rendement ne sera pas suffisant et potentiellement elles ne produiront même plus d'électricité de chauffage. Hem, Surtout dans le cadre de la pompe RR qui dans tous les cas ne peut pas chauffer l'eau du bâtiment, donc les eaux sanitaires devront avoir un chauffage d'appoint dans tous les cas. Hem, on a aussi parlé du soleil avant. Pardon, j'ai oublié une partie. On a aussi pour le refroidissement du bâtiment. Ici, on n'est plus sur du chauffage, on est vraiment sur du refroidissement. L'utilisation de dalles actives. Les dalles actives, qu'est-ce que c'est? Ça va être des tubes, des tuyaux qui vont être passés dans les dalles, qui seront à chaque étage, qui seront parcourus d'eau fraîche. L'idée ici est de récupérer cette eau fraîche pour qu'elle puisse attirer la chaleur du bâtiment. La chaleur qui sera présente à l'étage sera donc récupérée par l'eau et pourra être enlevée par ça. Ça permettra de rafraîchir la pièce en hiver, en été. En hiver, ça permettra aussi de la chauffer en passant de l'eau chaude, mais c'est pas forcément conseillé parce que les rendements sont pas forcément, hem, très très intéressants. En tout cas, pour mettre en place une telle solution, il faut chauffer l'eau et cette eau, on a des outils, des installations comme les radiateurs ou les planchers chauffants qui sont de toute façon plus attractifs en termes de production de chaleur. Et donc ce dont je voulais parler tout à l'heure, on a parlé du soleil avant, mais on peut encore en parler ici parce que le soleil, c'est quelque chose de magnifique qui peut nous filer de l'électricité et qui nous donne aussi de la chaleur. Ici, c'est le même principe avec des panneaux. On va pouvoir réchauffer de l'eau qui va ensuite être repassée dans un chauffe-eau qui chauffera l'eau du bâtiment, les eaux sanitaires ou les eaux de chauffage. Hem, ce type d'énergie, pareil que enfin, de la même manière que les panneaux photovoltaïques, ils vont bien entendu dépendre de l'emplacement du panneau et on peut imaginer aussi que dans le futur, on puisse avoir des supports qui suivent le soleil et qui puissent chauffer au maximum à chaque moment de la journée. Et maintenant, une question qu'on peut se poser, maintenant qu'on a fait un bâtiment qui consomme très peu d'énergie, maintenant qu'on a fait un bâtiment qui produit son énergie, qu'est-ce qu'on fait du surplus? Hem, et bien évidemment, on risque d'avoir des moments dans notre année où notre bâtiment va produire plus d'énergie que ce qu'il en consomme. Et l'idée ici, c'est pas de gaspiller cette énergie, de la laisser s'échapper ou de ne pas utiliser de l'électricité qui serait plus là. Dans ce cas-là, notre bâtiment, on peut dire qu'on l'équipe de batteries. Ces batteries qui vont stocker l'électricité, ces batteries qui vont stocker l'électricité et qui vont ensuite la redistribuer à des moments où elle sera en manque, où le bâtiment ne pourra pas produire autant que ce dont il avait besoin. Avec les recherches qu'on a citées un peu plus tôt sur les plantes, on peut aussi s'imaginer que les batteries qui seront utilisées puissent être des batteries organiques végétales. Par exemple, le toit végétal du bâtiment, s'il ne sert pas à produire de l'électricité, il pourra peut-être en contenir. Hem, c'est quelque chose qui est intéressant et aussi on a une deuxième solution, on peut revendre tout simplement cette électricité, à un fournisseur d'électricité partenaire qui lui se chargera de retransmettre cette énergie sur tout le réseau. On a plusieurs intérêts et difficultés bien évidemment pour faire notre bâtiment. Dans les intérêts qu'on peut avoir, ça va être évidemment un avantage environnemental. Le bâtiment est plus vert, plus responsable, plus économe, mais on va aussi avoir des avantages économiques. Le bâtiment ne nécessitant plus d'acheter de l'énergie, cet argent peut être redistribué ailleurs et le bâtiment, enfin, pour l'entreprise, pour le coup, on va aussi avoir un avantage sur l'image de marque de l'entreprise.
une entreprise qui sera plus verte pourra attirer, en tout cas pour le contexte actuel, attirer les faveurs de plus de clients qui seraient enclins à un passage écologique. Pour les difficultés, on a bien évidemment des coûts de construction et d'entretien qui sont plus élevés, vu qu'on vient rajouter dans le bâtiment qu'on construit d'autres installations. On va aussi avoir une construction qui va être plus longue. On va avoir une organisation qui va être demandée pour pouvoir produire cette énergie, prévoir combien d'énergie on va consommer et combien d'énergie on va avoir besoin. Et aussi, on va avoir une durée de vie limitée des équipements qui va nécessiter de les changer à un moment. Je prends un exemple qui est plus court. Les toits végétaux, les batteries, les batteries plantes ont une durée de vie limitée. C'est des êtres vivants qui finissent par mourir. En conclusion, le bâtiment à énergie positive, c'est une solution qui tend à devenir une innovation et qui s'adapte à beaucoup de situations. Un bâtiment récent ou un bâtiment ancien peut être créé et être adapté pour pouvoir produire sa propre énergie et consommer moins. Il y a déjà des entreprises qui essaient de le faire. Par exemple, on peut citer l'initiative Green Office en France, qui produit déjà des bâtiments à énergie positive. On prend l'exemple de leur bâtiment de Bordeaux, qui, pour 11 000 m², produit 48 kWh par mètre carré par an, et en consomme 45. Cette énergie qui est produite, cette énergie qui est récupérée, est une avancée pour la ville de demain qui, comme l'a dit Pierre très bien dans l'introduction, tend à être plus verte, plus économe et plus intelligente et plus responsable. Merci de votre attention. Dominique et Pierre, on a une petite question sur le chat. Arnaud qui demande pour les toits végétaux, à votre avis, il n'y a pas des risques que les racines elles abîment les toits si celui-ci n'est bien sûr pas adapté au contact. Le toit végétal en soi n'est pas censé attaquer l'infrastructure du bâtiment, le béton ou la couche protectrice je m'en rappelle plus. Bon, enfin bref, la couche protectrice de je ne sais plus quelle matière elle est faite, ne sont pas censés attaquer. Le toit végétal doit être posé sur un support qui est quand même adapté. C'est assez normé, ça doit être réfléchi pour éviter un impact sur l'infrastructure du bâtiment, ce qui en plus donnerait, en plus d'un non-impact environnemental, pourrait fragiliser et endommager le bâtiment, qui aura un impact négatif. Donc non, ce n'est pas possible. D'accord. On a une autre question d'Alexandre qui nous dit que selon lui, le poids et le risque d'infiltration de l'eau, donc toujours sur les toits, lui semble un point important. Et sa question, c'est est-ce que les bâtiments existants actuellement peuvent être rénovés pour permettre la mise en place de ces fameux toits, ou est-ce que cela ne concerne uniquement que les bâtiments futurs? Non, ça consomme ça concerne les deux types de bâtiments, des anciens bâtiments vers des nouveaux bâtiments. Évidemment, ça s'appliquerait mieux sur des nouveaux bâtiments qui sont sûrs, non fuyants, un peu mieux. Des bâtiments anciens peuvent être rénovés sans problème pour appliquer cette technologie. Le principe de rétention d'eau, comme l'a dit Alexandre avec les fuites, peuvent s'appliquer car le toit végétal fait office aussi d'éponge pour absorber l'eau. Ça évite les inondations dans les villes, mais ça peut aussi éviter l'infiltration de l'eau sur et dans le bâtiment. Donc en soi, ça pourrait agir comme une barrière protectrice. Évidemment, ça a un coût financier relativement important sur un vieux bâtiment. Cette question doit être élaborée. Est-ce plus rentable de mettre un toit végétal sur un vieux bâtiment ou non? Des fois, ça n'est pas le cas. D'accord. Et il nous demande également, en ce qui concerne les bâtiments qui donc ne sont pas adaptés, ne peuvent pas être rénovés, quelles seraient les potentielles solutions? Le toit froid, à la rigueur, peut être plus adapté. Après une rénovation, évidemment, du toit, si on parlait de fuite de bâtiment, le toit froid peut s'adapter car il est plus léger, risque moins d'infiltration d'eau car il ne retient pas d'eau et en plus protège contre les intempéries, que ce soit de la grêle, de l'eau, le risque de rentrée est donc plus faible. Le toit froid, dans ce cas-là, serait une solution. D'accord. Ensuite, en vous écoutant, on remarque que d'après vous, les toits et les murs végétaux, ça semble une solution efficace et viable. On se demandait donc pourquoi c'était pas plus utilisé. Parce que on va
On va sortir un peu du domaine de l'environnement, mais plus du domaine politique. Élaborer la solution des toits végétaux, des murs végétaux, ça a un impact visuel qui des fois peut déplaire. C'est aussi une idée qui peut faire penser à, il n'y a pas de mot très propre pour ça, mais l'aspect babacool. C'est-à-dire, nous allons récupérer de l'énergie des plantes, nous allons vivre dans une plante. C'est un impact quand même grandissant qui ne peut pas être bien vendu, des fois, au sein d'une politique. D'accord. Toujours dans la même question, est-ce que du coup tu connais d'autres inconvénients à ça, autres que ceux que tu viens de citer? Des inconvénients aux murs végétaux et aux toits végétaux? Il y en a, surtout un risque financier plutôt qui peut apparaître. Un risque financier, un risque d'entretien. Enfin, ce n'est pas un risque, c'est un besoin d'entretien des toits et des murs végétaux. Du coup, dans ce cas-là, ça resterait un des points les plus central. Mais, ouais. D'accord, merci. Du coup, une autre question de Guillaume qui nous dit, nous savons que pour un certain nombre de grands bâtiments, donc il prend l'exemple d'une tour de 25 étages, que des pompes sont utilisées pour déplacer l'eau en haut de la tour et utilisent la gravité pour distribuer l'eau à tous les étages. Et sa question, c'est, il demande, est-ce qu'il existe la même technologie mais inverse, c'est-à-dire générer de l'énergie avec la circulation de l'eau dans la tuyauterie et utiliser la gravité à son avantage? Oui et non, on va dire. En soi, ce principe-là pourrait fonctionner. Récupérer de l'eau dans la tuyauterie, on imagine que l'eau peut circuler. Le problème en faisant ça, c'est que si vous mettez une turbine, un générateur dans le réseau de tuyauterie, il faut que la pompe qui envoie de l'eau dans la tuyauterie soit plus puissante. Si elle est plus puissante, elle dépensera plus d'énergie. Est-ce vraiment rentable de récupérer de l'énergie si vous en dépensez plus pour la propulser au sein du réseau? Donc, dans ce sens, ça pourrait fonctionner, mais ce n'est pas vraiment très viable. D'accord. Du coup, ouais, pardon. Donc du coup, une autre question. Est-ce qu'il est envisageable dans le futur que chaque bâtiment soit autonome en énergie? Ou est-ce que c'est plutôt utopique comme Nous approche? aimerions que ce soit en ah, à la rigueur, si tu peux le faire. Attends. Du coup, excuse-moi, est-ce que tu peux Est-ce qu'il est envisageable dans le futur que chaque bâtiment soit autonome en énergie? Bien sûr, c'est le but de la Smart City, c'est de créer des villes qui contiennent des bâtiments qui sont autonomes en énergie, ou au moins des énergies qui sont utilisées, qui sont renouvelables. Maintenant, ça nécessite du travail, ça nécessite des coûts qui sont bien sûr qui doivent être considérés. N'importe qui ne peut pas, n'a pas forcément les moyens de rénover sa maison pour pouvoir l'adapter, avoir une consommation plus faible, une meilleure isolation, des toits froids ou des toits végétaux, des éoliennes, des panneaux solaires. Toutes les installations ont un coût bien évident, mais c'est l'avenir vers lequel il faudrait tendre évidemment, d'avoir des bâtiments qui soient autonomes en énergie. C'est le principe d'avoir une ville plus durable et plus responsable. D'accord, merci. Et une autre question qui est du coup, est-ce que l'agencement des bureaux peut avoir une influence sur la consommation énergétique? Par exemple, l'impact d'agencer des open space ou d'avoir des bureaux individuels. Est-ce que le fait d'utiliser ces agencements-là peut avoir un impact? Heu, pour le coup, c'est une question à laquelle j'ai pas la réponse. Je sais pas toi, Si Pierre, j'ai un mais petit peu plus la réponse, le principe d'un open space étant très ouvert, la circulation d'air se fait mieux, des fois même trop bien. Ça peut avoir un impact, par exemple, quand je parlais de climatisation à double flux, la VMC à double flux, certains équipements, certaines dispositions de bureau peuvent impacter. L'impact sera moins conséquent, évidemment, ça reste assez minime, mais ça peut être mis en compte pour choisir une solution qui peut être un peu mieux. D'accord. Et pour compléter sa question, il demandait en fait qu'est-ce qui est le plus difficile à chauffer entre un open space ou des bureaux individuels? Ça serait l'open space dans ces cas-là, car il faut s'offrir une grosse masse d'air comparé aux bureaux individuels qui, en plus, contiennent de l'énergie, de la chaleur, par les murs en béton ou des murs, en tout cas, qui séparent les différentes cloisons, les différents bureaux. D'accord, merci. Donc il n'y a plus d'autres questions pour le moment. Euh, Ah si, excusez-moi, pardon. On a une Alors, question de... je suis d'autant plus ravi d'être à cette conférence, encore Mamadou, hein, qui me représente.
Voilà, d'autant plus content d'être à cette conférence parce qu'il y a tellement de thématiques qui sont, c'est tellement sexy, je me permettrai le terme, que celle-là me concerne particulièrement. Car j'ai un rêve aujourd'hui, c'est d'avoir une maison autonome. Il y a les effets pompe à chaleur, les effets panneaux solaires, ainsi de suite. Bon, inutile de vous dire que j'ai tenté effectivement ces scénarios-là. J'ai mis des pompes à chaleur qui soufflent à côté de mes radiateurs, donc j'ai de la domotique, machin, qui essaie de gérer, qui comprend pas tout. Ensuite, ce que je me suis dit, tiens, je vais mettre des panneaux solaires. J'ai quelques toits, quelques centaines de mètres de toit, tiens, je vais me poser. Donc il y a la notion législative, faut pouvoir avoir plus de 100 mètres carrés, faut être une entreprise, et ainsi de suite. Bref, je vous passe les détails. Donc aujourd'hui, moi, ma question, elle est simple et complexe en même temps. C'est quelle est votre vision aujourd'hui, quelle est votre approche en termes aujourd'hui de notion optimale pour avoir un BIPOS? Quel sera le bâtiment, la disposition optimale d'un bâtiment, enfin un bâtiment à énergie positive? Si vous devez le mettre en place aujourd'hui, c'est quoi? Quelle est la disposition? Dans ce cas-là, je parlais tout à l'heure de réduction passive et active. Très bien. Sur un bâtiment, surtout dans le cas d'une maison ou vraiment un bâtiment d'exploitation, les technologies passives seraient mieux mises en œuvre. Réduction, comme je parlais du toit tout à l'heure, réduction, une meilleure épaisseur de mur, un meilleur fonctionnement interne assez passif. Mais aussi, et ça sera assez important, c'est une réduction active. Une grosse réduction active faite par une ou plusieurs personnes si l'intérêt, l'équilibre entre l'énergie consommée et l'énergie produite n'est pas atteint. Ça serait vraiment une grosse réduction active. Gérer de l'électricité, réduire le chauffage, gérer même le réseau Internet, les serveurs, l'électricité entrante, tout consomme, produit, perd de l'énergie. On peut étudier en détail, vraiment en détail, le bâtiment et sa disposition, en ce sens, ça serait l'énergie dite renouvelable. Peut-être pas forcément tenter les énergies futuristes, on va dire, mais rester sur des énergies assez centrées renouvelables. Après, pour l'instant, nous n'avons pas la solution miracle, hein. Il est probable qu'on ne puisse jamais atteindre cette solution sur ce bâtiment. Mais on peut tendre au maximum vers un équilibre. Après, quand on parle du BIPOS, en tout cas en France, il y a déjà des labels qui vont certifier ce type de bâtiment et qui, du coup, donnent des recommandations pour l'utilisation de ce type de bâtiment et leur construction. Et c'est vrai que maintenant, un bâtiment déjà existant, c'est plus compliqué de le transformer en BIPOS. Il y a de l'adaptation qui est demandée, la réduction la réduction des pertes de chaleur, par exemple. Si le mur est moins bien isolé, ça va être plus compliqué, sans passer par, rénover totalement le mur, d'en faire, un mur qui laissera moins passer la chaleur. Heu, Après c'est une histoire de trouver, si c'est possible, un moyen de produire plus d'énergie que ce qui est perdu.